je laisse la main à Jérôme pour animer ce débat. Merci Jérôme, merci à tous les deux. Merci beaucoup François. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'occasion de te redire, François, combien la rédaction de La Croix est heureuse d'être ici à tes côtés pour cette 20e édition des Entretiens de Valpré. On va donc parler de gouvernance dans la demi-heure qui vient. Comment promouvoir la responsabilité du plus grand nombre dans les entreprises. Je ne vous représente pas, juste Thierry Blandinière, on précise, patron d'Invivo. Pour ceux qui ne connaissent pas, acteur majeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire en France, qui a la particularité d'être à la fois une structure coopérative et une société à mission. Puis Xavier Hurstel, vous avez été présenté, directeur général adjoint d'Aéroports de Paris. Je ne fais pas de longue introduction, le mieux c'est de commencer par cette courte vidéo. 3 étudiantes vous interpellent. Pour moi, les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la transition des sociétés, mais pour cela, il faut en finir avec cette ère où elles sont gouvernées par des dirigeants soumis aux exigences de rentabilité des actionnaires ou des gestionnaires d'actifs qui sont souvent désintéressés de la raison d'être de l'entreprise. Et c'est pour ça que la gouvernance est un enjeu majeur des entreprises de demain. Il faut remettre au cœur de la stratégie l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, instaurer un climat de respect, de considération pour responsabiliser les différents acteurs et leur faire prendre conscience de leur pouvoir pour influencer la direction de leur entreprise et donc avoir un impact sur la société d'un point de vue environnemental ou social. Face aux doutes de ma génération, la question de l'économie souhaitable, il est très important qu'elle soit posée sous cet angle pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. À mon sens, l'économie mériterait d'être repensée telle qu'elle l'a été à son sens originel pour qu'on puisse refaire société de manière plus raisonnée et plus cohérente. Par exemple, en entreprise, repartager les pouvoirs, repartager les profits, permettre à chacun de se développer personnellement. Je crois vraiment que le monde économique ne doit pas oublier ce capital humain, justement, et c'est quelque part ce que j'attends de l'économie souhaitable, qu'elle soit un moyen et non une fin en soi. Bonjour, je suis Mel Poumer en 5e année à l'ESDES. Comme vous avez peut-être pu le constater, le mot gouvernance a une connotation assez négative suite à de nombreux scandales dans notre société, alors que celle-ci devrait résonner avec ouverture et transparence. L'autogouvernance devrait être une bonne solution, car elle permet de distribuer la responsabilité à la personne la plus compétente dans son domaine dans l'entreprise. Cela permet donc que l'entreprise soit beaucoup plus agile, autonome et surtout dynamique. Et vous, pensez-vous que l'autogouvernance est une solution viable ? Alors voilà, il y a déjà beaucoup de questions. On ne va pas prendre celle de l'autogouvernance pour tout de suite. On va commencer par ce qu'on a entendu dans la première intervention, responsabiliser les différents acteurs. C'est facile à dire, mais je vais commencer par vous, Xavier Hurstel. Vous, comment est-ce que vous faites pour responsabiliser chacun au bon niveau ? Alors, comme dans beaucoup de sujets, en fait, et on le voit bien aux Entretiens de Valpré, tout dépend du comportement des acteurs plus que des institutions elles-mêmes. Les systèmes de gouvernance qui appellent à plus de participation existent. Ils existent, mais il faut les faire vivre. Et les faire vivre, c'est la responsabilité de chacun. C'est pour ça que dans le monde qui change, chacun change et estime que là où il est, il peut faire jouer une gouvernance en termes de responsabilité. Je pense à citer à la fois Fabien Galtier et Léon XIII. Fabien Galtier parce qu'il faut revenir aux fondamentaux, et Léon XIII parce qu'il a inventé quelque chose, décrit quelque chose qui s'appelle le principe de subsidiarité. On est très nombreux à le connaître, et c'est quelque chose qui franchit les années avec une force qui me surprend toujours. Se dire que chaque décision doit être prise dans l'entreprise par celui qui est responsable de l'action. Appliquez cela, vous pourrez payer des centaines de consultants par tous les temps, ça se terminera toujours comme cela. La participation réelle de la vie de l'entreprise, c'est quand la décision est prise en responsabilité par ceux qui sont in fine responsables de déployer une action. Et ce qui correspond au principe de subsidiarité, c'est aussi le principe de solidarité. S'il n'y a pas de subsidiarité sans solidarité, sinon on peut tomber très vite dans l'anarchie. Et le principe de solidarité, c'est que tout le monde est solidaire des décisions d'une entreprise, à la fois que ce soit l'actionnaire, le dirigeant, le collaborateur. Quand ça va bien, le succès est collectif, et quand ça va mal, l'échec peut être collectif, où on se partage les charges. Je pense à des plans de restructuration, des plans d'économie. Et bien là aussi, la solidarité peut jouer. Et donc ce principe de subsidiarité, on peut très vite le voir dans la gouvernance. La gouvernance est quelque chose qui implique maintenant dans les grands groupes ce qu'on appelle des parties prenantes.
Et quand on a un comité des parties prenantes, voilà, le groupe ADP a un comité des parties prenantes avec lequel ils partagent, alors que ce sont des personnes qui n'ont pas de responsabilité au conseil d'administration, ils partagent l'ensemble de ces questions qu'il peut se poser sur les sujets environnementaux avec les collectivités locales, les associations d'usagers, les écoles qui travaillent avec nous, les écoles d'ingénieurs qui travaillent pour nous, les implantations internationales que nous avons 28 aéroports dans le monde entier. Voilà. Et donc il y a des systèmes, et encore une fois, il faut faire vivre ces systèmes parfois, plutôt que d'en réinviter des nouveaux, et c'est en faisant vivre ces systèmes qu'on emmène tout le monde de l'actionnaire, puisqu'on est finalement une communauté entre des clients, des actionnaires et des collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà au-delà même du seul cercle de l'entreprise. Thierry Blandinière, peut-être une première réaction à tout ça. Quand on préparait, vous nous disiez, chez nous, on co-construit beaucoup. Il faut que vous nous expliquiez ça. D'abord, bonjour, merci de l'invitation. Je souscris pleinement à ce qui a été dit, bien évidemment. J'aurais juste complété en parlant aussi de partager un projet d'entreprise, une vision, d'expliquer ce qu'est le bien commun pour nous dans une entreprise, donner du sens à notre projet stratégique. Ça nous permet d'embarquer un maximum de parties prenantes qui adhèrent au projet, ou si elles n'adhèrent pas au projet, elles s'en vont, hein, mais qui adhèrent au projet, et du coup de créer un collectif. Tu parlais de Fabien Galtier dans le rugby, et le rugby en général, c'est aussi ça. C'est un sport que j'ai pratiqué, je suis toujours dirigeant de club. C'est le sens du collectif, c'est le sens de dire qu'on a besoin de tout le monde. Pour autant, il faut un projet de jeu pour gagner des matchs. Et il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas être angélique non plus. Vous savez très bien qu'on est dans une compétition mondiale, féroce, encore plus aujourd'hui qu'hier. La mondialisation heureuse est un peu derrière nous aujourd'hui, surtout quand on est international. On sait très bien que ce n'est pas simple. Et que pour résister justement à cette compétition internationale, il faut qu'on ait une force intérieure qui est notre projet d'entreprise. Et ce projet d'entreprise, il se cultive tous les jours. Il ne s'agit pas de faire un séminaire, de faire une grande déclaration et de dire voilà 2030. C'est comment on le décline tous les jours dans les actions quotidiennes en cohérence avec la vision globale de l'entreprise. Et ça, c'est l'exécution du plan stratégique, du plan d'action long terme décliné au plus bas de l'organisation, avec la véritable adhésion de l'ensemble, de toute la pyramide. C'est un vrai défi pour les managers. Franchement, on peut le dire, le faire, c'est difficile. Quand on y réussit, ça génère une force incroyable. Ça nous permet vraiment de marquer des points, d'avancer et de renvoyer vers le bien commun, le collectif. Et après, il faut partager la valeur ajoutée à tous les niveaux. Donc, voilà, les salariés doivent être impliqués. Donc, nous sommes une entreprise à mission, donc nous avons un comité de mission qui challenge le conseil d'administration, ce qui n'est pas dans l'agriculture une habitude, c'est plutôt une innovation, avec des ONG qui nous poussent un peu à changer les modes de production, des ONG constructives, j'entends, hein, qui ont envie de faire progresser les choses et pas faire de la politique court-termiste, et qui s'installent dans une logique de dire comment favoriser les transitions agricoles, alimentaires, écologiques, énergétiques. Et tout ça, c'est un moteur qui nous permet d'embarquer tous les jeunes, là, tous les jeunes ingénieurs agro. Alors, c'est peut-être pas l'agro ici, c'est pas AgroParisTech, mais voilà, c'est un peu un cri qu'il faut prendre en disant on vous demande de changer pour le meilleur. Et notre génération, c'est d'essayer d'organiser la transmission et de passer le témoin dans de bonnes conditions et de les écouter, mais aussi de leur expliquer que la vie n'est pas facile, que c'est un combat à mener et qu'il y a une compétition et qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme. On entend qu'avant de partager la responsabilité, il y a l'enjeu du partage de la vision. Xavier Hurstel là-dessus, et puis peut-être une réaction aussi par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que c'est un des enjeux quand il s'agit de partager la vision, c'est cette jeunesse qui nous interpelle et qui interpelle souvent très fortement. Elle a raison de nous interpeller, même si quand nous avions leur âge, nous avons aussi interpellé nos aînés. Donc nous avions été, nous, la génération de la liberté. Nous nous sommes battus dans les années 70, 80, 90 pour la liberté. Tous ceux qui sont ici peuvent en témoigner sur l'économie, sur l'enseignement, sur les régimes politiques à l'époque. Ça sera une génération qui aura un autre combat qui sera celui de la vérité. De savoir dans le flux d'informations et du combat un peu clivant politique où est la vérité. Voilà, nous nous sommes battus pour la liberté, à eux de se battre pour la vérité. Il faut construire, comme on se le disait, de toute façon, une vraie responsabilité d'entreprise, elle se construit collectivement parce que si nos collaborateurs, et en particulier les jeunes diplômés qui vont nous rejoindre, n'y croient pas,
ce seront les premiers témoins qui nous quitteront. Donc, de la même manière que François Villeroy décrivait que les normes vont arriver pour pouvoir qualifier ce que nous faisons, nous aurons aussi ceux qui voteront avec leurs pieds parce qu'ils viendront ou parce qu'ils nous quitteront. Et donc, pour ça doit être construit collectivement. Et chez Aéroports de Paris, on a travaillé notre raison d'être, on l'a travaillé collectivement parce que si elle n'emportait pas tout le monde, elle n'avait pas de sens. Et juste avant la crise Covid, on s'est aperçu que notre raison d'être, finalement, c'était l'hospitalité dans le monde entier pour des aéroports durables. Ce n'était pas le trafic. On a fait ce choix-là, si j'ose dire, en temps de paix. Ce qui est intéressant dans une raison d'être, c'est de voir si elle résiste au temps de guerre. Alors. Et puis, chez nous, les temps de guerre sont arrivés. Hein, les 3 mois où le chiffre d'affaires n'est pas rentré, les moments historiques de la fermeture d'aéroports, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de France. Eh bien, à ce moment-là, on s'est aperçu que notre raison d'être, elle était robuste. Elle avait résisté à la tempête, parce que quel que soit notre nombre de passagers, le plus important, c'était l'hospitalité de ces passagers et l'accueil de ces passagers. Et maintenant que ça reprend, dans le chaos qu'a connu le monde aéroportuaire en Europe, nous sommes très fiers de se dire finalement, notre volonté, notre stratégie dorénavant, c'est le service avant tout aux passagers, la connexion maximale pour ces passagers, mais ce n'est pas le trafic à outrance. Et là, nous sommes là-dessus alignés avec l'ensemble de nos collaborateurs, et ça impacte ce qu'ils font, la valeur de ce qu'ils font, ils se reconnaissent dans ce qu'ils font. Or, c'est un exemple qu'on donne avec beaucoup d'humilité, toutes les entreprises ont connu ces tempêtes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce qui survit à la tempête, c'est finalement le bon choix qu'on avait pris au fond de nos tripes avant la tempête et de manière collective. Et il n'y en a pas un certain nombre de vos jeunes, notamment, qui disent tout ça, voilà, c'est bien sympathique, mais c'est de la communication d'entreprise? Encore une fois, si c'est je suis assez rassuré sur le greenwashing. Voilà, on repeint en vert. Quelquefois, on repeint en vert ce qu'il y a de classique. Une entreprise décide de ne pas changer, elle repeint en vert ce qu'elle fait. Un parti politique ou une ONG décide de ne pas changer et reprend des vieilles idées anticapitalistes qui repeignent aussi en vert. Vous savez, le greenwashing, il est de tous les côtés. Hein. Bon. In fine, de toute façon, celui qui décidera si on fait du greenwashing ou pas, c'est le client et c'est le collaborateur. Parce que lui, il le voit tous les jours. Et j'imagine que chez InVivo, c'est des questions aussi qu'on se pose. Alors, dans l'alimentation, juste pour témoigner sur ce qu'on a vécu depuis 3 ans, la crise sanitaire a renvoyé, on va dire, le monde vers l'essentiel, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de se nourrir en bonnes conditions. On était parti dans une direction où on pensait que c'était un acquis. On s'est dit, il n'y a plus de sujet. On pourra, en tout cas les Français. Déjà, il y avait effectivement la faim dans le monde encore, quand on voit les chiffres de la FAO, ça existe, mais au niveau français, du pays égoïste, on s'est dit finalement, on va manger bio, on va prendre des circuits courts, ça y est, on va réinventer l'agriculture, le plan Egalim, c'était ça, c'est comment se convertir en bio, produire moins, manger moins. Et on voit que finalement, cette petite musique a complètement changé en sortie de crise maintenant. On se retrouve devant l'opinion publique qui entend plus les messages de dire comment produire plus, mieux. On parle de souveraineté alimentaire. On parle de développement durable dans l'agriculture. On parle de prise de conscience de comment nourrir nos voisins africains dans de bonnes conditions. Et on prend conscience en France que la ferme France, l'agriculture française, est une véritable force qu'on avait sous-estimée. On a un peu perdu notre industrie, on n'a pas perdu notre agriculture en France aujourd'hui. Donc le bien commun existe. Et donc à partir de là, je crois que les jeunes sont en train de réaliser que l'agriculture, notre force agricole, c'est une chance pour eux. Bien sûr, il ne faut pas revenir à une agriculture très chimique du passé qui existe encore. C'est comment la transformer, comment démontrer qu'avec de l'innovation, des solutions alternatives aux phytosanitaires, avec du biocontrôle, on peut rentrer dans une agriculture conservatrice au niveau des sols, prenant en compte l'agroforesterie, la biodiversité, pour autant en augmentant nos rendements et en produisant plus. Et ça, c'est un élément très important qui nous permet de nous déterminer sur l'avenir en disant finalement, de ces crises-là, le monde d'après, si on ressort avec cette idée, dans la tête des jeunes, on aura passé correctement le témoin. Alors c'était important de parler de ce partage de la vision. On va revenir à sujet du partage de la responsabilité. On a entendu le mot pouvoir. Vous l'avez d'ailleurs prononcé, je crois, Xavier Hurstel. Si on partage le pouvoir, le risque, c'est de diluer les responsabilités. Il faudrait qu'on approfondisse un petit peu ce que vous nous disiez au tout début.
Oui, il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Donc, qui veut partager le pouvoir doit aussi partager les responsabilités. Et ça, on s'aperçoit que c'est à chaque échelle de l'entreprise. Et on recrute beaucoup de jeunes, ils sont très bons, ils nous challengent, on leur apprend beaucoup, ils sont très demandeurs de formation, ils sont quelquefois plus que notre génération demandeurs de carrière horizontale et pas verticale. Et donc, à un moment, il faut aussi rechercher le partage entre le pouvoir et la responsabilité. Et puis, il faut assumer la carrière verticale parce que c'est celle de la responsabilité. Et ça, c'est finalement au fond des tripes de chacun. Donc, nos jeunes diplômés, que souhaitent-ils et qu'est-ce qu'on va leur proposer? Encore une fois, c'est la différence entre l'intérêt général et le bien commun. L'intérêt général, je fais quand même la moyenne de ce qu'il faut en général pour la société. C'est un peu bourrin et je le fais. Le bien commun, c'est est-ce que chacun est à sa place où il est le meilleur pour lui et pour la société. C'est plus fin, c'est plus difficile, et c'est là où chacun doit choisir entre ce qu'il veut faire, mais la responsabilité qu'il doit ensuite assumer. Vous avez du mal voilà, chez les jeunes à trouver des jeunes qui veulent prendre des responsabilités, c'est ce que j'entends? En tout cas, on essaye de leur montrer que tout pouvoir supplémentaire ou toute marge de manœuvre supplémentaire dans un projet entraîne une responsabilité supplémentaire. On doit en répondre. Voilà. Lorsque je vends un projet au conseil d'administration, je sais que les 3 échelons en dessous, chacun est responsable d'une action et je lui ai délégué ma confiance et il est responsable de ça. Donc il a été autonome pour faire des choix financiers, autonome pour faire des choix marketing, mais in fine, il sera responsable de ceux que je lui ai délégués. Et cette chaîne de délégation est très importante. Évidemment, elle repose sur la confiance, mais in fine, elle repose sur la solidarité, parce que comme je lui ai délégué ma confiance, je le couvre, et je suis aussi responsable de ce qu'il a fait. C'est des choses très simples, hein, ça remonte à Saint-Benoît, hein, mais il faut le vivre tous les jours, quoi. Thierry Blandinière, comment est-ce que vous faites chez InVivo pour partager le pouvoir sans diluer la responsabilité? Alors nous, on a beaucoup de monde, hein, puisque si je reviens rapidement sur la gouvernance d'InVivo, notre maison mère, c'est une union de coopératives, donc c'est 200 coopératives. Et derrière, c'est 300 000 agriculteurs, donc c'est la moitié de la ferme France. Avec un principe, on va dire, de délégation de pouvoir qui est un homme, une voix. Quelle que soit la taille de la coopérative, c'est une coopérative, une voix. Quelle que soit la taille d'agriculteur dans sa coopérative, c'est un vote. Et tous les ans, on a un conseil d'administration qui est le tiers est renouvelable, et ensuite le président est réélu tous les ans. Tous les ans, dans le monde coopératif. On ne change pas de président tous les ans, je vous rassure. Mais c'est quand même un signe qui est donné de volonté de dire rien n'est acquis, il faut nous convaincre pour repartir tous les ans. Donc c'est beaucoup de pression politique dans le monde agricole. Et donc ça veut dire que pour tenir bon, il faut vraiment avoir un cap, un discours, une hauteur de vue, une volonté d'embarquer du monde pour gagner la confiance tous les ans de l'ensemble de ce monde agricole, qui est pas, où vous trouvez beaucoup de personnalités aussi, et qui est hyper challenging. Donc c'est la première chose. Et après, nous, on a derrière ça, après, des salariés embarqués. On est 13 000 en France et à l'international, et il faut faire la connexion entre ce monde agricole et ce monde des salariés. Et ce qui nous rassemble dans notre projet, c'est l'entreprise et c'est l'intrapreneuriat qu'on a développé chez InVivo depuis maintenant 5 ans. C'est-à-dire qu'on a dit chaque entreprise, chaque salarié peut créer son entreprise, y compris dans l'entreprise. Alors quand on a dit ça, c'était hyper déstabilisant au début. Et puis finalement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé un petit fonds d'investissement pour des startups, dans la tech notamment, l'agriculture. Donc on a financé des startups, des entrepreneurs, des étudiants qui voulaient monter leur boîte avec d'autres fonds financiers. Et puis on a dit à ces salariés, si vous voulez aussi monter votre boîte, proposez-nous des idées, on peut vous aider. Et on a fait, alors je ne voudrais pas que les 13 000 salariés montent leur boîte, hein, ce n'était pas ça l'idée, mais l'idée c'est que finalement, quelques-uns, parce que c'est un état d'esprit être entrepreneur, on dit finalement j'y crois, je vais être aidé par ma direction, je vais monter ma start-up. Et on a aujourd'hui une dizaine de start-up qui sont issues de salariés. Et tout ça, ça a généré dans le groupe un état d'esprit très, très positif sur dire finalement tous les jours je peux me réinventer. Certes, je n'ai pas envie de monter ma boîte et de me mettre en risque, j'ai d'autres enjeux dans la vie. Pour autant, le fait de fréquenter ce type d'état d'esprit, de personnalité, ça génère aussi
du positif dans le comportement quotidien en disant tous les jours, il faut que je me remette en cause, que je progresse aussi, et que je gagne des petites victoires et que je montre aussi que je suis un intrapreneur dans mon entreprise. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la question du sens, parce que ça revient régulièrement dans les... alors attendez, je vois qu'il y a des questions, et comme le temps tourne, je préférerais quand même faire droit aux questions qui sont dans la salle, parce que on peut parler des ONG, vous avez les questions sous les yeux, comment vous en sortez avec les ONG, vous l'avez dit tout à l'heure, on pourra peut-être parler des associations aussi avec Xavier Hurstel. J'imagine que les parties prenantes, elles sont parties prenantes. Alors les ONG, je crois qu'il faut arriver à les cartographier quelque part, parce que nous, on parle avec les ONG qui ont envie de construire et de transformer sur le long terme, et qui comprennent qu'il faudra du temps pour faire évoluer les structures, les sociétés. Et donc, je ne donnerai pas de nom, bien évidemment, aujourd'hui, mais on a envie vraiment d'avancer avec ces ONG-là. Et donc, dans l'agriculture, avec les phytosanitaires, le glyphosate, les OGM, vous savez, on est servi. Donc on sait de quoi on parle quand on parle ONG. Donc on voit bien après comment trouver, et même avec, je vais être un peu, maintenant c'est passé, mais même avec un ministre de l'écologie comme Hulot, vous voyez, les débats, c'était pas simple. Bon. Et donc finalement, on a commencé à discuter avec ceux qui voulaient comprendre le métier, comprendre qu'on ne pouvait pas régler l'équation aussi facilement, et de dire comment produire plus, mieux et durable, comment trouver des solutions innovantes, comment substituer la chimie par du biocontrôle, comment penser différemment l'agriculture régénératrice des sols, etc. Tout ça, ça prend du temps. C'est notre plan 2030. Et donc, on prend rendez-vous avec des ONG, on se fixe des rendez-vous et on se fixe des critères. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, dans 2030, on sera là. La transition, on ne sera pas neutre en carbone en 2030 comme ça. Tous les ans, on va fixer des KPIs pour définir nos critères ESG. Et pour vous dire qu'on va très loin, c'est que notre crédit syndiqué est indexé sur les critères ESG aujourd'hui pour financer cette transition agricole. Donc, quelque part, ça nous donne du crédit. On veut sortir du greenwashing. On veut apporter vraiment du concret. Et c'est comme ça qu'on essaie de discuter avec elles. Et le rapport avec les associations de riverains, j'imagine, pour les aéroports? Oui, on a un comité des parties prenantes qui, justement, élabore un dialogue très régulier, très formel, en partageant un maximum d'informations, aussi bien avec les associations de riverains, les collectivités, les ONG en la matière. Et le point commun qu'on a, c'est ceux qui travaillent. Ceux qui s'intéressent à l'information, ceux qui creusent au fond des sujets. Je peux vous assurer que quand vous creusez les sujets à fond, vous pouvez commencer à avoir un dialogue qui est bien loin des espèces de backlash clivants qu'on peut avoir en permanence. Mais qui existe, voilà. qu'il faut aussi prendre en ce compte. dialogue existe, et quand une ONG arrive avec quelquefois beaucoup de mauvaise foi, et qu'on montre que Roissy est chauffé à la biomasse et que Orly est chauffé à la géothermie, mais ils le découvrent. Et puis quand ils commencent à le découvrir, on peut commencer à parler de ce qui est essentiel et comment surtout on va avancer ensemble en essayant plutôt de dire ce qu'on va faire plutôt que ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et je voyais votre autre question, mais vous voulez peut-être la prendre sur l'esprit comment coopératif. Un groupe employant 13 000 collaborateurs fait-il pour garder un esprit coopératif? Alors quelque chose qu'on ne peut pas faire dans les coopératives. Et c'est bien dommage parce que quand je vois aussi tous les jeunes étudiants qu'on peut avoir et qui cherchent entre guillemets un autre système, il existe en France le monde mutualiste et coopératif qui existe depuis toujours. Il ne faut pas réinventer la roue. Le monde mutualiste et coopératif peut déjà répondre à énormément de questions de tout cela. Chez nous, on a autre chose qui est le capitalisme pour tous et qui est quelque chose de fondamental qu'on oublie trop souvent, qui est la participation, l'intéressement, l'actionnariat salarié. Faire de chacun le propriétaire d'une partie de l'entreprise, c'est lui donner une voix au chapitre, une liberté, un sens à ce qu'il fait qui est énorme. Énorme. Et je crois que tout ce qu'on pourra développer en termes d'intéressement, de participation, d'actionnariat salarié, c'est pas la peine de réinventer la roue. Ça existe et je peux vous dire qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année, ceux qui touchent ça, ils sont alignés. Et on a tous intérêt à être alignés entre un actionnaire et un collaborateur. Il nous reste quelques secondes. Alors, en quelques secondes, juste, mais tout a été dit. Je suis d'accord, le monde mutualiste, par nature, est une entreprise à mission. Cela étant dit, et nous on l'a vécu, c'est que quand on fait des croissances externes, en France, à l'international, on rachète des sociétés qui sont assez éloignées, on va dire, de l'ADN de la maison mère. Et en ce sens, le statut d'entreprise à mission, pour nous permet d'aligner les valeurs de ces entreprises qui n'étaient pas au départ nativement dans leur giron mutualiste avec l'ADN de la maison mère. Et donc on parle de Bicorp quand on parle d'entreprise aux États-Unis et on parle d'entreprise à mission en France.
Et ça répond à la question, c'est l'alignement pour le plus grand nombre. Et l'outil entreprise à mission au Bicorp à l'international est un outil assez intéressant, justement pour répondre à la question sur comment garder un esprit coopératif aujourd'hui sur un groupe de 13 000 salariés. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je repasse la parole à François. Merci à vous deux. Je trouvais que c'était assez fascinant de mettre Thierry et Xavier côte à côte, deux mondes en plein bouleversement. Thierry, vous l'avez compris, pilote la moitié de l'agriculture française. Et on est plutôt content que ce soit toi qui sois à la commande. Ça nous rassure beaucoup. Et puis Xavier, toi tu as un monde aussi en pleine ébullition, avec énormément de pression sur le monde du transport. Et tu y prends ta part, sans peur. Et c'est aussi très rassurant. Je vous remercie, messieurs.